Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. 10 jours de grève des transports se terminent, 10 jours de grève pour rien. Sauf, bien entendu, pour tous ceux qui ont souffert d'avoir à se déplacer en permanence dans des conditions extrêmement pénibles et qui n'en pouvaient aimer. Bien entendu, nous avions mal compris ce que M. Sarkozy nous avait promis. Pendant sa campagne présidentielle, 3 heures de transport le matin, 3 heures de transport le soir. Ce qu'il n'avait pas précisé, c'est que les transports qu'il nous garantissait seraient des transports à pied. Et c'est effectivement ce qui s'est passé pour la moyenne des gens, en tout cas tous ceux qui habitaient en région parisienne. 10 jours de grève pour rien, parce que les dés étaient jetés dès le début. C'est si vrai que la Fédération des conducteurs autonomes de la SNCF n'a pas participé à cette grève. Elle avait obtenu les garanties qu'elle réclamait, à savoir que rien ne changerait. L'affichage, c'est 40 années de cotisation pour tous. La réalité, c'est exactement la même chose qu'avant. Rien ne change. Les avantages acquis restent acquis. Et il en ira de même pour les autres, ceux qui ne sont pas conducteurs de train. Ils auront, au terme d'un mois de négociations qui commence maintenant, des compensations qui feront que rien ne changera pour leur retraite. Alors pourquoi tout ce bruit? Pourquoi toutes ces souffrances des usagers? Pourquoi cet affichage politique? Eh bien tout simplement pour donner l'impression aux Français que le gouvernement a agi et qu'il a remporté une grande victoire en ramenant à la raison, si tant est que tel était le but, des grévistes impénitents qui finalement n'avaient au fond d'eux-mêmes que la volonté de nuire. En quelque sorte, Zorro est arrivé. Eh bien, ça n'est pas du tout cela qui s'est passé, puisque même s'il est acquis, ou s'il sera acquis dans quelques semaines, que ces 40 années de cotisation seront pour tout le monde les mêmes, les retraites, elles, ne seront pas les mêmes, puisque les retraités de la SNCF continueront de partir au même âge grâce à des bonifications qui leur seront accordées ou qui leur sont déjà accordées par des négociations, et ils bénéficieront de retraites très largement supérieures à celles de la moyenne des Français, notamment ceux du secteur privé, puisqu'ils auront effectivement une retraite calculée non pas plutôt sur les 25 meilleures années comme dans le secteur privé, mais sur les 6 derniers mois. Et tout ceci est évidemment une grande comédie destinée à masquer l'impuissance totale du pouvoir. Le pouvoir ne peut rien changer. Il est vrai qu'il est difficile de changer dans un pays qui, depuis plus d'un demi-siècle, est partagé par des discussions et des motivations corporatistes. N'oublions pas une chose, réclamer la même sécurité sociale pour tous, c'est supprimer le système. Il a été fondé sur l'idée que chaque catégorie professionnelle aurait un système particulier. C'est le cas, et cela a toujours été le cas. C'est si vrai d'ailleurs que c'est la raison principale pour laquelle la France n'a pas un régime dit légal de sécurité sociale, qui par définition est un régime qui s'applique à tous, dans la définition qu'en donne la Cour de justice européenne, mais un régime professionnel, c'est-à-dire un régime particulier, et ces régimes sont bien visés par les directives européennes, et aucun de ces régimes n'a le moindre monopole. Je signale, en passant à nos téléspectateurs, que les retraites par répartition qui sont actuellement distribuées par les organismes qui auparavant étaient monopolistiques pourraient parfaitement devenir des retraites par capitalisation. Cela figure dans le Code de la sécurité sociale depuis très exactement le 8 août 1994. Alors vous voyez, ça n'est pas d'hier, ça n'est même pas d'avant-hier, c'est très ancien, cela découle des directives européennes de 1992. Nous avons là, tous ensemble, un droit que nous n'utilisons pas parce qu'on nous a bien entendu caché que nous avions ce droit. Et les cris d'alarme que nous avons pu personnellement lancer, et les cris d'avertissement que nous avons jetés à nos concitoyens n'ont servi à rien pour les éclairer. Seule une petite partie d'entre eux use de ces droits, mais ils l'usent d'une manière qui est effectivement pour l'instant conflictuelle et qui ne sera plus conflictuelle très longtemps, tout simplement parce que les réalités vont finir par s'imposer et, bien entendu, le plus tôt sera le mieux. Mais le point important de cette semaine, ça n'est même pas ces grèves et ces difficultés que les Français ont eues, c'est quelques mots qui ont été prononcés par M. Jean-Claude Trichet lorsqu'il a été entendu le 22 novembre dernier par la commission Attali pour la réforme des blocages aux freins de la croissance. Cette commission est chargée, bien entendu,
donner quelques éclairages au gouvernement sur la manière qu'il y aurait de rétablir la croissance et par conséquent le pouvoir d'achat. Bien entendu, il ne le fera pas. Quand on est dirigé par une personnalité qui n'a brillé que par sa participation à toutes les erreurs socialistes, il est peu probable qu'on puisse atteindre des solutions quelles qu'elles soient, même si ici ou là, dans cette commission, il y a quelques personnalités qui peuvent avoir de bonnes idées, mais on ne peut pas avoir de bonnes idées collectivement, dans la mesure où, comme le disait très justement Gustave Le Bon, une assemblée de 40 académiciens et de 40 analphabètes prendra forcément la même décision. Et c'est de la psychologie des foules élémentaire, et c'est bien ce qui adviendra des propositions de la commission Attali. Mais revenons à ce qu'a dit M. Jean-Claude Trichet. Qu'a-t-il dit? Que les dépenses publiques de la France étaient déjà supérieures à toutes les dépenses publiques des États, non seulement de la zone euro, mais de l'Union européenne. Et surtout, il a ajouté qu'après avoir été, en 1973, donc il y a un peu plus de 30 ans, au même niveau que les dépenses publiques de l'Angleterre et de l'Allemagne, nos dépenses publiques françaises sont aujourd'hui de 9 points de production intérieure brute supérieure à celle de l'Allemagne. Je vous invite à méditer quelques instants cette déclaration, qui n'est pas une surprise pour nous, mais qui est une confirmation, et ce qu'elle signifie. Qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, que nous avons très exactement la somme de 167 milliards d'euros de dépenses publiques de plus que l'Allemagne. Ça représente plus de 1000 milliards de francs. L'Allemagne n'est ni un pays sous-administré, ni sous-développé, ni socialement retardataire. C'est un pays moderne, c'est un pays qui a su se réformer et qui est, ne l'oublions pas, notre principal partenaire commercial, principal client et principal fournisseur. N'oublions pas non plus que la France fait l'essentiel de son commerce extérieur avec l'Union européenne. 70% de ce commerce se fait avec nos partenaires de l'Union européenne. Donc la fameuse préférence communautaire que certains s'acharnent à réclamer est un fait. Bon, certes, il y a 30% qui constituent la mondialisation, mais une bonne partie de ce commerce est faite des avions que nous vendons, des Airbus que nous vendons aux États-Unis. Donc là encore, nous sommes dans une concurrence occidentale et européenne. Or, si nous avons, avec l'Allemagne, un différentiel de charges publiques de 167 milliards d'euros, cela signifie que nous sommes dans une situation de déséquilibre grave. Vous connaissez la fable de La Fontaine, le pot de terre et le pot de fer. Contrairement à l'interprétation qui en est généralement donnée, le pot de terre et le pot de fer ne sont pas du tout des adversaires. Ils sont associés. Et c'est en cheminant le long de la route que les chaos de celle-ci, portant le pot de terre sur le pot de fer, finissent par le briser. Nous sommes maintenant, face à l'Allemagne, le pot de terre à côté du pot de fer. Et le résultat est évidemment facile à prévoir, l'économie française va se briser. Je pense que vous mesurez maintenant l'importance des réformes qu'il faudrait faire. Nous venons de vivre une dizaine de jours de grève dure, de troubles sociaux divers, dont certains d'ailleurs ont pu conduire à ce qui aurait pu être des attentats extrêmement graves, je parle des sabotages sur les voies ferrées, pour économiser 5 milliards d'euros, qui ne sont d'ailleurs pas économisés, puisque la réforme se traduira très probablement par un jeu à somme nulle. 5 milliards d'euros, alors qu'il faudrait en économiser 167 milliards. Je crois que vous mesurez ce que va être le chemin de croix de tout gouvernement qui voudrait procéder de la manière dont a usé M. Sarkozy et son gouvernement, c'est-à-dire par petits bouts de réforme. Non, c'est une réforme globale qu'il faut faire. Et cette réforme ne peut se traduire que par deux chiffres extrêmement simples. Pour économiser 167 milliards d'euros de dépenses publiques, il faut baisser, je dis bien baisser de 20% les dépenses publiques françaises, c'est-à-dire les dépenses de l'État, des communes, des régions, des départements et les dépenses sociales. Si vous les baissez de 20%, ce qui peut se faire en 2 ou 3 ans, vous obtenez une économie de 167 milliards d'euros et une remise à niveau avec l'Allemagne. C'est le programme qu'il faut développer. J'avais eu l'occasion, en 2002, lorsque j'avais présenté ma candidature à la présidence de la République, l'occasion d'indiquer
qu'il fallait, et à l'époque c'était le bon chiffre, baisser de 10% les dépenses publiques. Et le faire tout de suite, dans la foulée de l'élection présidentielle. Dans un pays qui ne serait pas parcouru par tous les troubles que la France vient de démontrer à l'occasion de ces dernières grèves et de ces événements, on pourrait le faire sur un certain nombre d'années, en prenant les problèmes les uns après les autres. C'est ce qu'a fait le Canada. En 10 ans, le Canada a réussi à réduire ses dépenses et maintenant, il baisse les impôts. Eh bien, en France, ça n'est pas possible parce que si vous prenez catégorie professionnelle ou catégorie socio-économique par catégorie socio-économique, vous obtenez à chaque fois des troubles qui finissent par être insurmontables, qui produisent de tels désordres dans la vie publique que plus rien n'est possible. Il faut donc changer de méthode. M. Sarkozy et son gouvernement pourront-ils le faire? Rien ne nous le dit, mais rien non plus ne le prédit, car il n'est pas arrivé au pouvoir avec l'idée que c'était cela qu'il fallait faire. Je vous signale également que cette dégradation s'est faite assez rapidement. Nous étions, il y a encore 2 ou 3 ans, entre 6 et 7 points de décalage par rapport à l'Allemagne. L'augmentation du décalage, telle que l'a signalé M. Trichet, s'est faite tout simplement parce que l'Allemagne a réussi à maîtriser ses dépenses publiques, son budget essentiellement, et qu'elle présente pour la première fois depuis très longtemps, il est vrai qu'elle a eu à digérer l'Allemagne de l'Est, ce qui n'était pas un mince repas, elle présente pour la première fois depuis longtemps un budget en équilibre, alors que nous affichons, nous aussi, et encore, un budget en déficit, puisqu'il est présenté, en 2007, il sera de plus de 42 milliards d'euros, et qu'il est présenté pour 2008 à peu près à la même hauteur, ce qui va nous mettre entre 2,5 et 3% du produit intérieur brut de déficit. Il aurait fallu que M. Sarkozy, en arrivant, décrète immédiatement au moins la présentation d'un budget en équilibre. On en est loin. La prévision et la prédiction que l'on peut faire, c'est que l'économie française va rapidement se briser, comme le pot de terre sur le pot de fer, face à ces réalités économiques. Et ça n'est pas les quelques améliorations de pouvoir d'achat que promet M. Sarkozy, comme si un président de la République pouvait améliorer le pouvoir d'achat. Il a dit lui-même que l'argent, il ne le fabrique pas. Il faut rétablir à la fois les conditions du succès des entreprises, baisser les charges et les impôts de manière à ce que nous soyons en équilibre et que l'ensemble de l'économie française puisse se remettre à faire de la croissance et à créer des emplois, à créer de la richesse. Voilà un programme qu'il faudrait et qu'il faut mettre en œuvre le plus rapidement possible. Je crains fort, et je suis même certain, que ce n'est pas l'actuel pouvoir qui le mettra en œuvre. Faisons des vœux pour qu'un pouvoir enfin efficace vienne enfin, bientôt, à la tête de la France. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, et vive la France.